Moussi, la souris Petit Rat, par Nathalie Infante, les éditions Marie-Louise. Moussi a été choisi parmi des souris et des rats pour passer le concours d'entrée à l'opéra. Les sœurs Fluette, fines comme des allumettes, s'approchent pour lui faire la causette. « Mais dis donc, tu es un peu rondelette, limite grassouillette. Pour danser et sauter, mieux vaut oublier galette et gaufrette, hein. » Avant de passer le concours, les souris s'entraînent chacune leur tour. Alors que Moussi fait ses petits pas de côté, elle entend les autres chuchoter. « Elle est un peu grasse celle-là, hein. C'est pas très classe. Elle devrait se regarder dans une glace, hein. » Encore une attaque sur son physique. À la cantine, Moussi fait semblant de ne pas avoir faim. Devant le plat de gratin, elle pense à la taille mannequin. Quand passent les petits pois, elle n'en prend que 3. De dessert, elle se prive, tout ça pour perdre du poids. « C'est décidé !» se dit-elle. « Je vais mincir, maigrir. Je mangerai de moins en moins pour réussir. » Pendant que la pauvre Moussi se serre la ceinture, les sœurs Fluette chuchotent et se gavent de pudding au mur. En plus, la nouvelle, elle s'est aspergée d'eau de Cologne. La vache, elle cocotte la Moussi. C'est ça, ça cogne, hein? Le jour du concours, Moussi n'a plus ni force, ni entrain, car elle n'a pas mangé à sa faim. « Oh !» se dit-elle. « J'ai le tournis, j'ai le vertige. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens mes jambes qui se figent. Ah, si j'avais un petit quignon à me mettre sous la dent, ou rien qu'un trognon bien croquant. » Elle ne tint pas sur ses pattes et quand elle saute, elle retombe comme un sac de patates. Moussi, affalée face au jury, reprend peu à peu ses esprits. Les sœurs Fluette lui murmurent. « Par ici la sortie !» Alors apparaît la VSS, la vieille souris sage, qui fait aussitôt cesser leur persiflage. Elle s'adresse au jury et à toutes les souris. Vous savez, si Moussi s'est évanouie, c'est qu'elle n'a rien mangé, pas même un biscuit. À ceux et celles qui la croient hors circuit, je dis, rien n'est fini pour Moussi. Rendez-vous pour la finale cet après-midi. La VSS donne à Moussi une autre chance. Elle va l'entraîner pour ce prestigieux concours de danse. Elle lui dit « Tu sais, à trop manger, on grossit, on épaissit. Mais à ne rien manger du tout, on maigrit et c'est la maladie. Il faut savoir manger un petit peu de tout quand on a faim. Et surtout, ne pas chercher à avoir un corps trop fin. Alors maintenant, tu vas reprendre des forces, déguster cet encas, puis des exercices tu feras pour réussir à devenir petit rat. » Moussi, grâce aux leçons de sagesse de la VSS, acquiert vitesse et souplesse et réalise des prouesses. Lors de la finale, elle mange des petits gâteaux
et saute si haut qu'elle se retrouve au top niveau. Elle est arrivée à ses fins en mangeant à sa faim, sans chercher à ressembler à quelqu'un. Elle a réussi. La voilà devenue petit rat à l'Opéra de Paris. C'est le nec le plus ultra. Il était une fois une petite souris nommée Max qui vivait dans un petit terrier en plein milieu d'une grande forêt. Max était un héros très courageux et intrépide qui aimait partir à l'aventure et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, Max décide de partir à la recherche d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt. Il savait que ce trésor était très difficile à trouver, mais cela ne le décourageait pas. Il rassembla son courage et son équipement et commença sa quête. Max rencontra beaucoup d'obstacles sur son chemin, comme des rivières à traverser, des collines à gravir et des arbres à escalader. Mais il ne perdait jamais espoir et continuait d'avancer, déterminé à atteindre son objectif. Finalement, après des jours et des jours de voyage, Max arriva au pied d'une grande montagne. Il savait que le trésor se trouvait quelque part au sommet, mais la montée était difficile et dangereuse. Max était cependant déterminé à aller jusqu'au bout de sa quête. Il escalada la montagne avec précaution, évitant les rochers glissants et les crevasses dangereuses. Après des heures d'efforts, Max arriva enfin au sommet. Là, il trouva une vieille boîte en bois recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Max ouvrit la boîte et découvrit qu'elle contenait une carte au trésor. Il suivit la carte jusqu'à une petite clairière où il trouva un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses. Max était très heureux d'avoir trouvé le trésor perdu, mais il savait qu'il ne pouvait pas le garder pour lui tout seul. Il décida de partager le trésor avec tous les animaux de la forêt en organisant une grande fête en leur honneur. La fête fut un grand succès, avec de la nourriture et des boissons pour tous les animaux de la forêt. Max se sentait très fier d'avoir accompli sa quête et de partager le trésor avec ses amis. Il savait que les aventures ne faisaient que commencer et il était prêt à partir à la recherche de nouvelles quêtes palpitantes. Et voici une autre aventure de Max la souris. Max avait entendu parler d'un endroit mystérieux appelé la vallée des 1000 fromages. C'était un endroit légendaire où il y avait des montagnes de fromages de toutes sortes, des bleus, des chèvres, des comtés et des roqueforts. Max était un grand amateur de fromage et il décida qu'il devait voir cette vallée de ses propres yeux. Il se mit en route, traversant des forêts et des rivières, escaladant des montagnes et évitant des prédateurs. Finalement, il arriva à la vallée des 1000 fromages. Il y avait des montagnes de fromage à perte de vue, et Max ne savait pas par où commencer. Il commença par goûter un petit fromage de chèvre, puis un autre de comté, et avant qu'il ne s'en rende compte,
il avait mangé une grande quantité de fromage. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Max commença à se sentir léthargique et fatigué. Il essaya de se lever, mais il était trop lourd pour bouger. Max avait mangé tellement de fromage qu'il était devenu obèse et il ne pouvait plus bouger. Il était maintenant prisonnier de la vallée des 1000 fromages. Heureusement, Max était un héros astucieux et il y réfléchit rapidement. Il se rappela avoir vu des souris dans la vallée qui semblaient plus petites et plus actives que lui. Il comprit que ces souris ne mangeaient pas autant de fromage que lui. Donc, il devait faire la même chose. Max se mit donc à un régime strict, limitant sa consommation de fromage et en mangeant des légumes et des fruits frais. Il faisait de l'exercice tous les jours, courant autour de la vallée et escaladant les montagnes de fromage. Après plusieurs semaines d'efforts, Max avait perdu du poids et était redevenu une souris agile et légère. Il avait appris une grande leçon sur la modération et la santé, et il était heureux de pouvoir repartir à l'aventure. Max était maintenant plus fort et plus déterminé que jamais, prêt à affronter toutes les aventures que la vie lui réservait. Après avoir quitté la vallée des 1000 fromages, Max avait rencontré 2 nouvelles souris, Léo et Luna. Léo était un ami courageux et fort, tandis que Luna était une souris très intelligente et astucieuse. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche de la source d'une rivière magique qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils traversèrent des montagnes et des forêts, affrontant de nombreux dangers tels que des rapides, des prédateurs et des tempêtes violentes. Mais ils avaient confiance en eux et se savaient forts et capables. Finalement, après des jours de voyage, ils arrivèrent à la source de la rivière magique. C'était un petit ruisseau qui coulait à travers une prairie luxuriante. Ils virent que la source était gardée par un chat féroce qui ne laisserait personne s'approcher. Max, Léo et Luna avaient une idée. Luna se glissa silencieusement derrière le chat et commença à jouer avec une pelote de laine pour attirer son attention. Pendant ce temps, Max et Léo s'approchèrent de la source de la rivière et commencèrent à remplir une bouteille avec de l'eau. Le chat s'aperçut de l'astuce de Luna et commença à la poursuivre, mais elle réussit à s'échapper en grimpant à un arbre. Pendant ce temps, Max et Léo avaient rempli leur bouteille et commencèrent à courir aussi vite que possible. Ils réussirent à semer le chat et arrivèrent à la rivière où ils découvrirent que l'eau avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils remplirent leurs bouteilles et commencèrent à faire le voyage de retour. Sur le chemin du retour, ils croisèrent une souris malade qui souffrait d'une maladie inconnue. Ils lui donnèrent un peu de l'eau de la rivière magique et elle guérit instantanément. La souris malade était tellement reconnaissante qu'elle leur offrit une carte au trésor qui menait à une grotte
pleine de bijoux et de pierres précieuses. Max, Léo et Luna étaient excités à l'idée de trouver un nouveau trésor. Ils suivirent la carte et arrivèrent à la grotte, où ils découvrirent une immense pile de trésors. Ils décidèrent de partager les trésors entre eux et leurs amis de la forêt. De retour chez eux, Max, Léo et Luna organisèrent une grande fête pour célébrer leurs aventures réussies. Ils étaient tous très heureux d'avoir travaillé ensemble pour trouver la source de la rivière magique et le trésor de la grotte. Ils savaient que leur amitié et leur courage les mèneraient à de nombreuses autres aventures passionnantes dans l'avenir. Ernest le rat est un poète. Il est très célèbre comme poète. Les gens adorent les poésies qu'Ernest écrit sur les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et la liberté. Mais surtout sur les papillons. Il en a rempli 8 livres. Les papillons 2, les papillons 3, les papillons s'envolent. Quand reviendront les papillons? Le retour des papillons, le retour des papillons 2, le retour des papillons 3. Chaque livre a été un succès. Ils sont épinglés dans la salle à manger d'Ernest. Un peu comme une collection de papillons, en fait. Ernest le rat a une pièce spéciale pour écrire ses poésies. Sa table est un gruyère verni. Chaque matin, il met la salopette de poésie que sa femme Noémie lui a cousue, avec des poches pour les crayons, les gommes, les stylos et un coussin rembourré pour les fesses. C'est pratique, car dans le travail poétique, on reste parfois assis des heures à chercher un mot, une rime. À force, ça peut irriter les fessiers. Quand Ernest écrit, ses enfants, Rato, Rata et Rati, ont ordre de ne pas faire de bruit. Il descend de l'escalier en chaussettes et ferme bien le museau en rangeant les copeaux de bois du petit déjeuner. Ce matin-là, Ernest cherche une belle poésie à écrire, mais pas sur les papillons. Sur les papillons, j'ai tout dit, pense Ernest. Les gens risquent de se lasser. Et moi aussi. Sur quoi d'autre pourrais-je écrire? La pollution? Les vaches? Le saucisson? Les confettis? Ernest a plein d'idées. 1000 idées. Mais 1000, c'est trop. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée. La bonne idée. Soudain, le téléphone sonne. C'est Ratiche, journaliste à Rat Radio. Allô Ernest, célèbre poète. Que pensez-vous des moustaches frisées? Répondez vite, nous sommes en direct. Ernest n'a jamais entendu parler des moustaches frisées. Il essaie d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Comment dirais-je? Bredouille Ernest. Merci, on adore ce que vous faites, mais l'émission est terminée.
lancera-t-il avant de raccrocher. Moustache frisée. Quelle drôle d'idée, songe Ernest. Et si c'était la bonne idée pour ma nouvelle poésie? Il prend une plume, une feuille neuve, écrit en titre « Moustache frisée ». C'est alors que Noémie surgit. « Ernest, il y a des personnes qui veulent te filmer !» Le rat regarde son agenda. « Crotte de bique, j'ai rendez-vous avec Rat TV. » Gaspard, l'animateur vedette, arrive avec une formidable cravate verte. « Je suis venu en personne car la poésie me passionne », confie-t-il à Ernest, tandis que les assistants installent projecteurs et caméras. Tout est branché. Gaspard a fini de se coiffer. Moteur! On commence à filmer. Ernest, célèbre poète, vous écrivez quoi en ce moment? Demande Gaspard devant les caméras. Eh bien, comment dire, je cherche une idée, répond Ernest un peu gêné. Ha ha ha, ne faites pas le modeste, glousse l'animateur vedette. Sur votre table, j'ai vu une feuille où est écrit moustache frisée. Est-ce le titre de votre prochain livre? Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Formidable, déclare Gaspard. L'animateur vedette se rapproche du rat poète. Vous avez l'air en pleine forme. Quel est votre secret? Qui prépare vos repas? Votre femme? Dites-nous tout. Nos téléspectateurs adorent connaître la vie privée des stars. Ernest a chaud sous les projecteurs. Je ne suis pas une star, je suis poète. Mais si, vous êtes une star, Ernest, puisque vous passez sur Rat TV, affirme Gaspard. Gaspard et son équipe filment Ernest dans sa cuisine, dans son bain, dans sa cave, dans son grenier. Puis ils s'en vont. Ernest se remet au travail, mais ses idées sont chamboulées. Sous le titre « Moustache frisée », il écrit « Moustache entortillée, tarabiscotée, boursouflée, grillée, pourrie, crotte de bique. » Ça ne va pas. Ernest sort faire un tour pour se calmer. Ernest se promène du côté de la décharge d'ordures. C'est là qu'il travaillait avant. Momo, son vieux copain, est en train de trier des clous. « Salut Ernest !» s'écrie Momo. « Dis donc, ça marche tes poésies? Regarde ce que j'ai trouvé dans les déchets. Un journal avec ta photo. Tu gagnes plein de fric, si ça se trouve. Puis c'est moins salissant qu'ici. Moi aussi j'invente des poésies. Tiens, par exemple. La vie c'est chouette, poète, poète. Gouli, gouli, c'est chouette la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein? En reprenant le chemin de sa maison, Ernest se répète la poésie de Momo. Sacré Momo, il est gentil, mais vraiment, sa poésie ne vaut pas un clou. Sur le perron de chez lui, Ernest trouve Noémie en furie.
fit-elle, en agitant une lettre avec des cœurs partout. « Qui est cette Priscilla-là » répète et répète Noémie. Ernest jure qu'il n'a jamais vu une seule Priscilla de sa vie. « Et mon fessier, c'est du poulet ?» hurle Noémie incrédule. Ernest s'enferme dans sa pièce de poésie. Il est énervé comme jamais. Il ronge même un petit bout de sa table en gruyère vernie. Quand brusquement, inspiration. Ernest saisit sa plume et écrit une poésie, 2 poésies, 1000 poésies, toute la nuit pour dire à Noémie combien il l'aime, combien il n'aime qu'elle, combien il serait malheureux sans elle, combien il est heureux avec elle. Tout ça très poétiquement. Demain matin, je m'envole de la colline pour un grand voyage. Un très grand voyage qui me mènera jusqu'à Paris. Venez nombreux pour mon départ. Votre amie, la souris. En effet, depuis des jours et des jours, je fabrique en secret une montgolfière. Ce drôle de ballon va me faire voler dans les airs. De ma petite nacelle, je vais pouvoir observer la terre et le ciel. J'ai hâte de m'envoler au milieu des nuages. Je suis très émue de vous voir tous réunis pour assister à mon départ. Monsieur Lapin, Monsieur Chat, Monsieur Hérisson et Madame Tortue, vous m'avez salué avec joie. Peut-être vais-je vivre quelques mauvaises aventures, mais qu'importe, ma curiosité est trop grande. De nouveaux horizons m'appellent. Merci à vous, mes amis. Que ce monde est beau vu de là-haut. Dans cet immense ciel, parsemé de nuages, les rayons du soleil chatouillent le paysage. Je m'émerveille devant ces champs de fleurs, ces forêts aux arbres majestueux avec une rivière qui serpente au milieu. À très bientôt, les amis. Mes chers amis, depuis quelques jours, mon petit ballon suit un large fleuve qui traverse les prairies. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la Seine. Alors, j'ai allumé au maximum les gaz de ma montgolfière pour arriver sans tarder à la capitale. Et ce matin, quelle surprise! Me voilà à Paris. Ah, Paris! Que de choses à découvrir, que de gens à rencontrer. Les premiers Parisiens que j'ai vus sont bien étranges. Leur visage se trouve accroché sur le plus vieux pont de la ville, nommé bizarrement le Pont-Neuf. Ces têtes sourient, grimacent, pleurent. En tout cas, je suis très contente de saluer ces gens-là. Figurez-vous que sur la Seine se trouvent 2 îles, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Cette dernière possède une très grande cathédrale un peu endommagée, Notre-Dame de Paris. Dans ces hauteurs vivent des personnages effrayants. L'un d'eux, un peu répugnant lui aussi, m'a expliqué
que ces créatures de pierre sont des gargouilles, inoffensives maintenant. Je n'étais pas très rassurée, malgré ces explications. Alors j'évite déguerpi. Les amis, je suis toujours à Paris, mais pour la première fois de ma vie, j'ai osé m'approcher d'une place nommée Châtelet. Ne vous inquiétez pas, je n'y ai pas trouvé de chat. Pourtant, on raconte qu'un gros chat jaune se cache sur cette place. Peut-être s'amuse-t-il avec les spectateurs qui sortent des théâtres le soir. Notre belle campagne me manque un peu. Alors, pour respirer un peu, j'ai demandé à un passant où je pouvais trouver un champ. Ce Parisien m'a indiqué la direction des Champs-Élysées. Quelle surprise! Je n'ai pas trouvé d'épis de blé ni de fleurs de tournesol, mais une grande avenue avec des boutiques luxueuses. J'ai posé ma montgolfière sur l'Arc de Triomphe et je dois dire que, de cet endroit, Paris est magnifique. Puis, dans le jardin des Tuileries, une petite fille nommée Zazie m'a déclaré que la seule chose intéressante à voir à Paris était le métro. Moi, avec ma montgolfière, je ne peux pas aller sous terre. Mais Zazie m'a dit qu'il existait des stations aériennes au nord de la ville. J'ai donc volé jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. Une foule de gens se pressait pour entrer dans ces wagons. Sur le quai, un vieux rat m'observait. « Toi, si tu souris, c'est que tu n'es pas ici. Viens, je te paye un café pour te montrer les recoins des titis parisiens. » Je l'ai suivi. Non loin de là, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bistrot. Les cafés sont les lieux parfaits pour regarder passer les gens pressés. En buvant tranquillement une noisette, ce rat de ville m'a décrit la plus belle colline de la ville. Elle s'appelle la butte Montmartre. Elle possède une vue incroyable sur les toits de la capitale. Des peintres y dessinent et des touristes s'y promènent. Demain, j'irai moi aussi m'y balader. Mes chers amis, le vieux rat avait raison. La butte Montmartre est un lieu incroyable. Moi qui pensais ne plus voir de champs ou de prés avant longtemps, voilà que ma montgolfière se pose entre des vignes. En me promenant dans les ruelles de la butte, j'ai découvert un drôle de cabaret dans lequel un lapin dansait et chantait. Le lapin agile. Il était très amusant et connaissait des tas de chansons sur son quartier. J'ai passé là une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, mon petit ballon s'est posé sur une drôle de construction. Ce bâtiment ressemble à une usine de toutes les couleurs, une usine remplie d'œuvres d'art. Des dessins de Kandinsky, des peintures de Picasso, des sculptures de Brancusi et des gravures de Miro. Mes yeux se sont remplis de ces magnifiques œuvres. Jamais je n'avais vu de choses aussi drôles,
aussi belle et aussi intrigante. Après toutes ces émotions artistiques, j'ai eu besoin de trouver un endroit pour me reposer. Comme je me sens bien au parc Montsouris, c'est là, à l'ombre d'un chêne, et après une petite sieste, que je vous écris ma dernière lettre. En effet, je rentre bientôt parmi vous. J'ai 1000 choses à vous raconter encore. À très bientôt les amis. Signé La Souris. Très chère souris, tes lettres et tes récits de voyage nous ont donné l'envie et le courage de te rejoindre. Durant ces derniers jours, nous avons fabriqué notre propre montgolfière pour venir aussi à Paris. Nous serons tous réunis pour voler ensemble au milieu des nuages et découvrir de nouveaux paysages. À très bientôt, signé le hérisson, le chat, le lapin et la tortue. Dans l'herbe parfumée, Quenotte a trouvé de la camomille, de la menthe et un livre. Un beau livre épais que quelqu'un a oublié. Oh, quel travail! Va l'apporter au hibou, lui conseille son ami le coucou. Dans la forêt, lui seul sait lire. Mais pour ouvrir un livre, il n'est pas besoin de savoir lire. Tous les soirs, avant de s'endormir, Quenotte regarde d'abord les images, puis les lettres, les mots, les phrases. Quenotte aimerait tellement savoir ce qu'il raconte. Alors, la voilà un soir, le livre sous son bras, en route pour rencontrer le hibou. De gros nuages cachent la lune. Brrr, il fait presque noir. Heureusement, le coucou est là. À deux, tout va toujours mieux. Dites, monsieur hibou, je sais courir, nager, chanter. Je connais les graines bonnes à manger, mais je ne sais pas lire. Pouvez-vous m'apprendre? Pourquoi pas? Dit le hibou surpris. En revanche, qu'il tonne, qu'il neige, qu'il vente, chaque soir tu devras venir. Jamais on n'a vu de souris qui sache lire, remarque le coucou. Cependant, au fil des semaines, les saisons s'enchaînent. Les feuilles deviennent jaunes, rouges, marron. Et tandis qu'elle ramasse ses provisions, Quenotte pense aux lettres. Elle aime beaucoup le O. Il peut devenir la bogue d'un marron, le cœur d'une fleur, le chapeau rond d'un champignon. Très vite, le soir, il fait de plus en plus noir et Quenotte se bat contre le brouillard, la boue, la pluie et la tempête. Heureusement, le coucou est là, râlant après le vent. « Ah, brigand, tu ne nous empêcheras pas d'avancer !» Parfois, Quenotte est épuisée. « Aujourd'hui,
La neige est comme de la farine, elle rentre par mon nez. Tiens bon, on y est presque, l'encourage le coucou gelé. Enfin, l'hiver est terminé. Ce soir, la lune est toute dorée. On y voit comme en plein jour. Quenotte rentre chez elle à pas doux quand, sans un bruit, un renard surgit. Frissonnant de la tête aux pieds, Quenotte brandit son livre comme un bouclier. Illico, le coucou pousse son célèbre si fort que tous les animaux l'entendent et sortent aussitôt de leur nid, de leur terrier. L'écureuil s'affole, le lièvre s'inquiète. Et si le coucou chante la nuit, c'est que quelque chose de terrible s'est produit. À toute vitesse, ils arrivent et n'en croient pas leurs yeux. Chut! Grogne le renard. J'écoute une histoire et je veux connaître la fin. Le renard est captivé. Quand Quenotte lit le mot dragon, il voit le dragon comme pour de vrai dans la forêt. Et à l'instant où Quenotte prononce les mots sommeil de plomb, ouf, il s'endort pour de bon. Sur la pointe des pieds, Quenotte en profite pour se sauver. Impressionné, le coucou et tous les animaux la suivent. Le hibou, fier et heureux, la félicite et s'envole. Il fit le raconter à ses amis nocturnes comment savoir lire a sauvé la vie de son élève Quenotte, une étonnante petite souris. Lucie la souris aime croquer les i. D'un bond, la voilà perchée sur la bibliothèque. Ses moustaches s'agitent, elle hésite. Voyons, lequel aura le plus de i? Tiens, un livre de cuisine. Voilà qui fera un excellent repas. Lucie tourne les pages au hasard. Ravioli à la viande, papillotes de truite, gratin de potiron. Mais c'est le paradis. Lucie a mangé tous les i, ceux des autres livres aussi. Ça croque, ça fond, c'est bon. Encore un petit creux. Lucie essaie un A, puis un E. Seront-ils aussi délicieux? Lucie a mangé les plus moelleux. Puis, le ventre bien rempli, elle s'est endormie. Sur l'étagère, les livres sont en colère. Lucie exagère. On ne va pas se laisser faire. Regardez-moi, Pleurniche l'Atlas. sans i, Paris part. Sans i, la Gironde gronde. Je n'ose plus me regarder en face. Et moi? Tempête l'encyclopédie des oiseaux. Sans i, plus de doux cuit-cuit. Mes oiseaux poussent d'affreux cucu. C'est du propre. Mes canaris deviennent des canards. Et mes hirondelles sont taillées en rondelles.
Je suis à mon tour fort ennuyé, déclare d'un ton pincé Sa Majesté les contes de fées. Sans i, mes belles histoires n'ont plus de fin. Le petit poussé en a perdu son chemin. Choisissons une autre voyelle pour remplacer le i, suggère timidement le livre des comptines. Le o par exemple. Lucie n'y a pas goûté. Non, mais quelle mauvaise idée! Proteste l'alphabet. Avec des O, les mots seraient rigolos, mais beaucoup moins beaux. Ce sont les I qu'il nous faut. Pendant que, sur l'étagère, les livres se désespèrent, Lucie rêve au bal des souris. Il y a là son amie Gwendoline et, sur l'estrade des musiciens, son cousin Fippo joue du saxo. Lucie bat des mains en découvrant, ravie, un buffet abondamment garni de lettres de l'alphabet si douces, si sucrées. Il y a aussi des portions de gruyère pour ceux qui n'aiment pas les lettres. Quelle fête magnifique! Sur l'étagère, le livre de comptines a une nouvelle idée. Voici ce que nous allons faire pour obliger la gourmande à changer le menu de ses repas. Il chuchote si bas pour ne pas réveiller Lucie qu'on ne peut entendre ce qu'il dit. Mais les autres livres ont tout compris. La souris va être bien punie. L'un après l'autre, les livres quittent leurs étagères. En silence, clopin-clopine, ils trottinent vers Lucie endormie. Celle-ci, sans se douter de rien, poursuit son rêve du bal des souris. Après avoir croqué quelques i, la voilà dansant au bras de Jérémie. Le jeune souriceau, pour lui plaire, a mis une cravate à pois verts. Soudain, un petit rongeur tout tremblant de peur surgit au milieu des danseurs. Vite! Sauvez-vous! Voilà l'horrible matou qui a juré de faire de nous le plus délicieux des ragoûts. Tandis que les souris s'éparpillent aux quatre coins du rêve de Lucie, les livres de l'étagère, sans mot dire, ouvrent l'encyclopédie des animaux au chapitre où l'on voit de belles photos de chats. Fait le livre de comptines pour réveiller l'endormi. La souris ouvre un œil, puis deux. Et que voit-elle? Un énorme matou, bien gras, bien dodu, comme l'ignoble moustachu qui voulait faire d'elle un délicieux ragoût. Horrifiée, Lucie pousse un grand cri de souris. Alors les livres de l'étagère ouvrent leurs pages en grand, et tous les i, dans un même élan, à chaque page regagnent leur place. Aussitôt, la gironde cesse de gronder. Les rondelles redeviennent hirondelles. Les oiseaux poussent de doux cuit-cuit. Et le petit poussé retrouve son chemin. Et Lucie, la gourmande, jure de ne plus croquer de i. Elle prendra les livres sur l'étagère seulement pour en lire les belles histoires. Ce sera le paradis. Petite souris en a marre,
mais vraiment marre. Pourquoi faut-il aller dormir chaque soir? Pour ne pas être fatigué plus tard, répond maman souris. Petite souris fronce les sourcils. Mais moi, je ne m'endors pas. Je ne m'endors jamais, crie petite souris, énervée. La lune est arrivée, au lit, ordonne maman souris. Petite souris est très fâchée. Ah, cette lune! Si elle pouvait ne jamais venir, je n'irais jamais me coucher, pense-t-elle contrariée. Puis, petite souris se dresse dans son lit. Mais, je vais aller lui dire. Tout sera réglé. Et la voilà qui saute hors du lit. Petite souris s'élance sous les magnolias. Hé, petite souris, lance petit koala. Lance petit koala qui met son pyjama. Où vas-tu? Petite souris répond avec enthousiasme. Je vais dire à la lune que je ne suis pas fatiguée, que je n'ai pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Extra la 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 la, s'écrie petit koala. Moi non plus, je ne m'endors pas. J'y vais avec toi. Les deux amis sautillent sur le chemin. Bonsoir, dit alors petit pingouin, assis dans son bain. Où allez-vous? Ils lui répondent en souriant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut bien s'en aller. Super patin! S'exclame petit pingouin. Moi non plus, je ne m'endors pas du tout. J'y vais avec vous. Les trois amis se suivent en marchant. Bonsoir, dit petit éléphant qui se brosse les dents. Où allez-vous? Ils lui répondent tranquillement. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Elle est fantastique, réplique petit éléphant. Moi non plus, je ne m'endors pas. Attendez-moi. Les quatre amis traînent un peu la patte dans le noir. Bonsoir, chuchote petit canard qui se prépare pour l'histoire. Où allez-vous? Il lui répond en bâillant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Non, d'un coin-coin, dit petit canard en se frottant les yeux. Moi non plus, je ne veux pas aller au lit. Je vous suis. Les cinq amis reprennent la route lentement. Devant eux, la lune brille de mille feux. Et c'est alors que petit canard ferme les yeux. Tu es fatigué? L'interroge petite souris qui a cligné des yeux elle aussi. Pas du tout, rétorque petit canard. Ni moi, ni moi, ajoute petit éléphant en s'étirant. Je n'ai pas sommeil non plus, marmonne petit koala en se pinçant les joues. Quant à petit pingouin, il ne répond rien du tout. C'est alors que la lune aperçoit les cinq amis et leur air endormi. Que puis-je faire pour vous? Demande-t-elle de là-haut. Pourquoi n'êtes-vous pas au lit? Petite souris a les paupières lourdes et elle a peine à rester debout. Comme il serait doux de poser la tête sur ce caillou. Elle répond doucement à côté de petit canard, petit pingouin
petit koala et petit éléphant. Nous sommes venus vous dire. Il était une fois, dans une petite maisonnette au pied d'un vieux chêne, vivait une adorable petite souris du nom de Lila. Elle avait de grands yeux pétillants et de douces oreilles roses qui semblaient toujours être à l'affût du moindre bruit. Lila adorait explorer le monde qui l'entourait, mais il y avait un petit problème. Elle était extrêmement timide. Chaque matin, elle se glissait hors de son petit terrier niché dans les racines du chêne et elle se mettait en quête de délicieuses miettes de pain et de fromage pour son petit déjeuner. Pourtant, dès qu'elle entendait le moindre craquement de branches ou le chant d'un oiseau, elle se figeait sur place, son cœur battant la chamade. Lila rêvait de découvrir les mystères de la grande prairie qui s'étendait au-delà de la forêt, mais elle était trop effrayée pour s'aventurer aussi loin. Elle se contentait de grignoter des petits bouts de nourriture près de sa maison, rêvant des aventures qu'elle n'osait pas vivre. Ses amis, les oiseaux et les écureuils du quartier, l'encourageaient souvent à sortir de sa coquille et à explorer le monde avec eux. Ils lui racontaient des histoires passionnantes sur les ruisseaux scintillants, les fleurs aux couleurs éclatantes et les montagnes majestueuses. Mais malgré leurs efforts, Lila restait timide et inquiète. Un jour, alors qu'elle fouillait une vieille boîte en carton à la recherche de friandises, elle tomba sur une carte au trésor. Le parchemin décrivait un chemin qui la mènerait à travers la forêt, au-delà de la prairie et vers un endroit secret et merveilleux. Lila était fascinée par l'idée de l'aventure, mais elle se demandait si elle aurait le courage de suivre cette carte. La nuit tomba et Lila regarda les étoiles scintiller dans le ciel. Elle pensa à toutes les histoires incroyables qu'elle avait entendues et se dit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait surmonter sa timidité et explorer le monde au-delà de sa maisonnette. Le lendemain matin, avec la carte soigneusement roulée dans sa patte, Lila prit une grande inspiration et commença son voyage. Son cœur battait vite, mais elle se souvint des récits de courage qu'elle avait entendus et se sentit déterminée. Elle traversa la forêt, fit face à des bruits mystérieux et des ombres effrayantes, mais elle continua d'avancer. Et ainsi commença le voyage de Lila la petite souris. Une voyageuse timide mais courageuse qui se lança dans une aventure incroyable au-delà de sa zone de confort. Les défis qu'elle rencontrerait et les amitiés qu'elle se ferait changeraient sa vie à jamais. Alors que Lila la petite souris suivait avec précaution le chemin tracé sur la carte au trésor, elle se retrouva soudain au bord d'une rivière rapide et tumultueuse. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude. Elle n'avait jamais vu une étendue d'eau si grande et agitée auparavant. Lila se tenait là, hésitante,
les petites pattes tremblantes. Elle était habituée à sa vie confortable et sécurisée à proximité de sa maisonnette. Et l'idée de traverser la rivière était terrifiante. Elle se remémora les paroles de ses amis les oiseaux et les écureuils qui l'avaient encouragée à affronter ses peurs et à suivre l'aventure. Elle s'assit au bord de l'eau, fixant les remous rapides et les éclaboussures d'eau. Comment vais-je faire pour traverser cette rivière ? Se demanda-t-elle à voix haute. Alors qu'elle réfléchissait, un petit canard aux plumes dorées apparut sur la surface de l'eau. Il flottait gracieusement jusqu'à Lily, un sourire amical sur le visage. « Salut, je m'appelle Ducky. Je t'ai vu depuis l'autre côté de la rivière et je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide pour traverser. » Lila regarda le canard avec gratitude. « Vraiment ? Tu serais prêt à m'aider ? » Ducky hocha la tête. « Bien sûr. Ensemble, nous pouvons traverser cette rivière en toute sécurité. Grimpe simplement sur mon dos et je te guiderai à travers les flots. » Lila se sentait à la fois nerveuse et excitée. Elle grimpa précautionneusement sur le dos du canard, ses petites pattes agrippant les plumes douces. Ducky se lança dans l'eau et tous deux commencèrent leur traversée. Les vagues chatouillaient les pattes de Lila, mais elle se sentait étonnamment en sécurité sur le dos de son nouvel ami. Pendant qu'ils naviguaient à travers les eaux tourbillonnantes, Ducky raconta à Lila des histoires sur les endroits qu'il avait visités. Il lui parla de l'île des nénuphars géants où les libellules dansaient et du pont arc-en-ciel qui menait à une prairie enchantée. Les récits de Ducky semblaient rendre le voyage moins effrayant et Lila commença à se détendre. Soudain, un courant plus fort se forma, menaçant de les emporter. Lila sentit son cœur battre la chamade, mais Ducky réagit rapidement, ajustant sa trajectoire pour contrer les forces de l'eau. Finalement, avec une dernière poussée d'effort, ils atteignirent l'autre rive en toute sécurité. Lila descendit du dos de Ducky, les jambes un peu chancelantes. Elle sourit au canard avec reconnaissance. « Merci Ducky, je n'aurais jamais pu faire ça seule. » Ducky ébouriffa affectueusement les oreilles de Lila avec son bec. « Tu es plus courageuse que tu ne le penses, Lila. Et n'oublie pas, l'aventure est parfois effrayante, mais elle vaut toujours la peine d'être vécue. » Lila regarda la rivière qu'elle venait de traverser, sentant une lueur de fierté naître en elle. Elle avait surmonté sa peur et découvert qu'elle pouvait compter sur des amis inattendus pour l'aider dans les moments difficiles. Avec une nouvelle détermination, elle se tourna vers le champ qui s'étendait devant elle. Les défis à venir semblaient moins intimidants maintenant qu'elle avait surmonté son premier obstacle majeur. Et ainsi, avec Ducky à ses côtés, Lila la petite souris continua son voyage vers l'inconnu, sachant qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lila la petite souris et son nouvel ami Ducky avaient surmonté l'obstacle de la rivière, mais leur voyage était loin d'être terminé. Ils se retrouvèrent bientôt dans une forêt dense et mystérieuse où les arbres semblaient se pencher pour les observer. Les ombres dansaient entre les feuilles,
créant une atmosphère à la fois intrigante et un peu effrayante. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, Lila et Ducky se retrouvèrent face à une clairière ensoleillée. Au centre de la clairière se trouvait un vieux puits en pierre, entouré de fleurs colorées. Lila fut intriguée par le puits et Ducky suggéra qu'il jette un coup d'œil à l'intérieur. Lila baissa prudemment une petite corde dans le puits et à sa grande surprise, un écho joyeux lui répondit. C'était comme si le puits était habité par une voix enjouée. Lila et Ducky échangèrent un regard curieux et décidèrent de descendre pour en savoir plus. Ils atteignirent bientôt le fond du puits et se retrouvèrent dans un monde souterrain étonnant. Des lucioles éclairaient le chemin, illuminant des tunnels qui semblaient mener vers d'innombrables aventures. Lila et Ducky se lancèrent dans l'exploration, découvrant des passages secrets et des cavernes étincelantes. Cependant, leur joie fut de courte durée lorsque le chemin qu'ils empruntaient soudainement s'effondra derrière eux. Ils étaient piégés dans une grotte sombre, sans moyen apparent de retourner à la surface. Lila sentit sa confiance vaciller, mais Ducky restait optimiste. Ne t'inquiète pas, Lila. Nous trouverons un moyen de sortir d'ici. Ils cherchèrent désespérément une sortie pendant des heures, mais la grotte semblait sans fin. Lila commença à se sentir découragée, jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange porte de pierre cachée derrière un rideau de liane. La porte était ornée de symboles anciens et semblait mener vers l'inconnu. Ils franchirent la porte avec précaution et se retrouvèrent soudainement dans une vallée luxuriante et colorée. Des fleurs exotiques bordaient le chemin et un ruisseau cristallin serpentait à travers le paysage. Lila et Ducky avaient découvert un véritable paradis caché sous terre. Alors qu'ils se détendaient dans cette oasis enchantée, ils rencontrèrent des créatures mystiques, des fées qui dansaient parmi les fleurs et des petits trolls farceurs qui semblaient se faufiler partout. Lila apprit à jouer avec les fées et à rire des pitreries des trolls. Elle se sentait enfin à l'aise et épanouie, et elle réalisa que les expériences qu'elle avait vécues jusqu'à présent l'avaient aidée à grandir et à s'ouvrir aux autres. Cependant, un jour, un vent glacial souffla sur la vallée enchantée, annonçant l'approche de l'hiver. Les fées se retirèrent dans leur cocon de feuilles et les trolls disparurent dans leur grotte. Lila et Ducky savaient qu'il était temps de reprendre leur voyage. Avec un pincement au cœur, ils quittèrent la vallée et remontèrent à la surface, où la neige commençait à tomber doucement. Lila sentit une tristesse mêlée d'espoir en pensant à tout ce qu'elle avait vécu sous terre. Elle savait maintenant qu'elle était capable de surmonter ses peurs et d'explorer le monde, tout en appréciant les merveilles qui l'entouraient. Et ainsi, avec des souvenirs magiques et un esprit renforcé, Lila, la petite souris, et son ami, Ducky, reprirent leur voyage à travers la forêt. Ils savaient que d'autres aventures les attendaient et que peu importe les péripéties, ils pouvaient les affronter ensemble
avec courage et amitié. Après avoir quitté la vallée enchantée, Lila, la petite souris, et Ducky continuèrent leur périple à travers la forêt. Ils firent face à de nouveaux défis, explorèrent des contrées étonnantes et rencontrèrent des amis inattendus en cours de route. Chaque épreuve renforça leur amitié et leur confiance en eux. Un jour, alors qu'ils suivaient un sentier sinueux, ils atteignirent un sommet panoramique. Devant eux s'étendait un paysage à couper le souffle. Une prairie vaste et colorée avec des montagnes majestueuses à l'horizon. Lila se rendit compte qu'elle était parvenue au-delà de la prairie qu'elle avait toujours rêvé d'explorer. Elle se tourna vers Ducky avec un sourire radieux. « Regarde, Ducky, nous y sommes enfin !» Ducky sourit à son tour. « Tu as parcouru un long chemin depuis ta petite maisonnette, Lila. Tu es devenue si courageuse et aventurière. » Lila ressentit une chaleur de fierté en elle. Elle avait surmonté ses peurs et découvert un monde bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Elle se tourna vers le paysage devant elle, le cœur rempli de gratitude pour toutes les expériences qu'elle avait vécues et les amis qu'elle avait rencontrés. Alors qu'elle contemplait le magnifique panorama, une brise légère lui apporta un doux chant d'oiseau. C'était un chant qu'elle connaissait bien, celui de ses amis les oiseaux de la forêt. Elle réalisa qu'ils étaient venus la saluer et la féliciter pour son courage. Ducky se pencha vers Lila. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Lila ?» Lila réfléchit un instant, puis répondit avec détermination. Je vais continuer à explorer, à apprendre et à grandir. Et je veux partager mes aventures avec tous mes amis, grands et petits, pour leur montrer qu'ils peuvent eux aussi surmonter leurs peurs. Ducky acquiesça avec un sourire. C'est une merveilleuse idée, Lila. Et je serai toujours là pour t'accompagner. Peu importe où tes aventures te mèneront. Ainsi, Lila la petite souris et Ducky le canard continuèrent leur voyage, explorant de nouveaux horizons et racontant leurs histoires à tous ceux qu'ils rencontraient. Lila avait trouvé sa voie en tant qu'aventurière et conteuse, et sa confiance grandissait de jour en jour. Finalement, Lila et Ducky retournèrent à leur petit terrier au pied du vieux chêne. Ils avaient accompli tant de choses depuis leur première rencontre, et leur amitié était plus forte que jamais. Ils savaient que chaque nouvelle aventure était une opportunité de grandir et de partager leur courage avec le monde. Et ainsi, dans leur petit coin de la forêt, Lila la petite souris et Ducky le canard vécurent de nombreuses autres aventures, laissant une trace de courage, d'amitié et de découverte partout où ils allaient. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.